আর আবাজে বেশি আর দোয়া বার গুলি মারি মারি ফেলাই আবাজে আর আবাজে আর দোয়া মাইবার বেশি জুলুম কার করছে আর আমি বেশি সহ্য করি না মারি আবাজে আর ঘর বাড়ি দূর থেকে দিয়েছি আবাজে Ils ont tout perdu. Comment ne pas faire preuve d'empathie en voyant ces images terribles d'hommes, de femmes et d'enfants, le regard hagard, affamés, couverts de boue, fuyant les persécutions, leur village brûlé? Comment ne pas réagir en entendant ces histoires atroces de viols, de pillages, de meurtres et de crimes contre l'humanité? Comment ne pas haïr les oppresseurs birmans contre le gentil peuple Rohingya? Stop, 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 stop. Vous êtes en plein dans un biais médiatique. Vous venez de laisser vos émotions prendre le dessus sur la réflexion. Dès lors, comment pouvez-vous espérer comprendre ce qu'il se passe en Birmanie? Alors, qui sont les Rohingyas? Historiquement, d'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Êtes-vous vraiment certain qu'il faille adopter une vision manichéenne de la chose, à savoir les Birmans, les méchants oppresseurs, et les Rohingyas, les gentils opprimés? Aung San Suu Kyi l'a bien dit. Nous sommes peut-être en face d'un iceberg de désinformation. On refait l'histoire, on remet tout dans le contexte, on essaie de comprendre le point de vue des Rohingyas et des Birmans. Pattern Actu, c'est reparti. Avant de commencer, posons les bases. Comme vous le savez sûrement, les Rohingyas sont une ethnie de confession musulmane de plus d'1 million d'habitants, située aujourd'hui en majorité au Bangladesh et au sud-ouest de la Birmanie, dans ce qu'on appelle l'Arakan. Alors historiquement, les premiers musulmans à fouler le sol birman sont des négociants arabes, souhaitant commercer avec la Chine vers le 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. Mais ce n'est vraiment qu'à partir du 15e siècle que l'on entend parler d'islam en Birmanie. En témoigne la construction de la mosquée Santikan vers 1430, par le royaume de Mrakyu. À cette époque, la notion de frontière n'existe pas comme nous la connaissons aujourd'hui. Ce sont des cités-États qui exercent une influence plus ou moins grande sur une région. D'ailleurs, on peut constater un véritable brassage culturel avec le commerce, la guerre, les déplacements de population liés aux persécutions, l'empire musulman des Moghols, qui est voisin des cités-États birmanes, ou encore les frontières ultra poreuses et non définies. Un exemple parmi tant d'autres, après avoir maté une rébellion dans une ville bengali censée être sous une influence, le royaume de Mrakyu va ramener 80 000 musulmans dans son royaume en Arakan, comme trophée. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que des musulmans dans le sud-ouest de la Birmanie, il y en a depuis pas mal de temps, mais ce sont des populations minoritaires qui vont et viennent suivant les envahisseurs, les guerres, les persécutions, les dynamiques migratoires, et en 1823, quand les Britanniques débarquent pour la première fois, il n'y en avait plus beaucoup, probablement quelques milliers à peine, car ils subissaient déjà à l'époque une très forte répression, et rejoignaient en masse les Indes britanniques pour chercher un asile. C'est donc tout naturellement que durant les 3 guerres de colonisation anglo-birmane de 1824, 1852 et 1885, les populations Rohingyas, venues de l'Empire des Indes avec les Sipais notamment, vont soutenir les Britanniques contre les cités-États de Birmanie, en devenant des supplétifs de l'armée. Pour les remercier de leur aide, les Britanniques vont leur accorder un statut privilégié. C'est le début d'une politique migratoire qui va être très mal vue par les autochtones birmans. Sous l'influence anglaise, les populations musulmanes du Bengale vont s'installer en masse dans l'Arakan. Pour les Britanniques, ceux qu'on va appeler les Rohingyas sont des alliés fidèles, une main-d'œuvre acquise à leur cause et docile pour les fertiles terres agricoles du sud-ouest birman. Si on regarde les chiffres, le premier recensement dans l'Arakan a eu lieu en 1869. On y dénombre déjà 22 000 musulmans, soit 5% de la population dans la région. 43 ans plus tard, 25% des Arakanais sont de confession musulmane, soit près de 250 000 personnes. Donc oui, les Anglais ont énormément facilité la venue des Rohingyas en Arakan. Et la séparation entre les deux communautés va encore s'empirer par la suite. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Rohingyas vont une nouvelle fois soutenir les Britanniques, tandis que les Birmans vont se battre du côté des Japonais, dans l'espoir de stopper la colonisation. Lors de la guerre d'indépendance de 1947, les Rohingyas seront encore une fois avec les Anglais contre les Birmans. Bref, ça fait des siècles qu'il existe des tensions entre ces communautés. Et dernièrement, c'est un fossé de sang qui s'était créé entre les musulmans de l'Arakan et les bouddhistes birmans. Conclusion, quand les Birmans clament que les Rohingyas ne sont pas un peuple autochtone et qu'ils n'ont été amenés qu'illégalement par les colonisateurs britanniques. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Pour les Birmans ultranationalistes, historiquement, les Rohingyas sont des traîtres, des immigrés clandestins, des Bangladais venus avec les colonisateurs pour les conquérir et leur voler leurs terres.
En 1948, la Birmanie devient indépendante et ça va être pas mal le bordel pendant des années. On est en pleine guerre froide, une guérilla communiste voit le jour, les exportations de riz tombent au plus bas, mais surtout, la Birmanie se cherche un nationalisme commun. Je le répète, avant la colonisation, il n'y avait que des cités-États, donc pas de nation birmane à proprement dire. Et comme en Algérie, il a fallu créer un nationalisme à partir de pas grand-chose. Ainsi, les chrétiens Karen vont demander leur indépendance, les Kachin et les Rohingyas vont eux aussi avoir des velléités d'autonomie. Ce qui fait qu'à l'époque, la Birmanie est très proche d'exploser et ou de devenir un État fédéral. Pour pallier à cette instabilité notoire, le général Ne Win va organiser un coup d'État en 1962 et va instaurer une junte militaire au pouvoir dont la principale mission va être de ramener le calme et la stabilité dans le pays. Pour la petite histoire, les Karen sont écrasés. Et les Rohingyas dans tout ça, ils restent à l'écart. Ils ne cherchent pas vraiment à s'intégrer dans la société birmane, parlant leur dialecte, ne se mélangeant pas, gardant des noms arabes. À leur décharge, ce n'est pas vraiment facile de s'intégrer dans un pays en état de guerre civile permanente, mais tout de même. Alors qu'en 1971, la guerre civile au Bangladesh cette fois commence et que des centaines de milliers de musulmans traversent la frontière pour rejoindre l'Arakan, ça ne va pas du tout plaire au général Ne Win. En 1978, il expulse près de 200 000 Rohingyas. Et en 1982, soit bien avant les problèmes de terrorisme islamique et d'islamophobie, il les fait apatrides, ne les reconnaissant pas comme l'une des 135 ethnies d'origine de la Birmanie, prétextant qu'ils sont arrivés en même temps que les Anglais. Être apatride, c'est terrible, ça implique de ne plus avoir accès à l'éducation, aux soins, au marché du travail, l'impossibilité de voyager, de se marier, donc le message est plutôt clair. Pour Ne Win, les Rohingyas doivent retourner au Bangladesh. Ce sont des immigrés clandestins qui ne s'intègrent pas aux coutumes birmanes, ils ne sont pas birmans et n'ont rien à faire ici. Avez-vous vu des gens torturés ou violentés? Oui, j'en ai vu beaucoup. D'abord, ils ont violé toutes les femmes, les jeunes et les vieilles, nos sœurs et nos mères. Cette situation restera tendue mais stable jusqu'en 2011 et la dissolution de la junte militaire au pouvoir. Le 28 mai 2012, le viol collectif et le meurtre d'une jeune bouddhiste par 3 musulmans va transformer les tensions en conflit ouvert. C'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En représailles de ce fait divers, des civils birmans attaquent un bus et tuent 10 musulmans. L'armée intervient, entre 50 et 80 personnes sont tuées et au moins 90 000 Rohingyas vont fuir les violences et tenter de se réfugier au Bangladesh. En fait, à partir de 2012, on observe un regain de nationalisme en Birmanie, notamment dû à l'émergence d'organisations xénophobes puissantes comme Mabata ou 969, dirigé par le fameux moine bouddhiste Ashin Viratu, que ses détracteurs surnomment non sans exagération le Hitler birman. En gros, Viratu considère que les musulmans sont des sous-hommes et doivent partir de Birmanie. Ses prêches sont ultra violentes, comparant les Rohingyas à des chiens ou des clochards. Il lutte contre le mariage interreligieux, contre la polygamie, appelle au boycott des magasins musulmans, bref, il veut que les Rohingyas dégagent, mais pas forcément les tuer comme on a pu l'entendre. Et vous, que pensez-vous des Rohingyas ? Ce sont des menteurs, ils ont mis le feu aux poudres. Ils ont attaqué les bouddhistes et maintenant ils veulent passer pour des martyrs. Il n'y a qu'une solution, qu'ils quittent le pays. L'armée quant à elle reste très nationaliste, elle considère aussi que les Rohingyas sont des traîtres et des immigrés clandestins. Elle reste aussi grandement indépendante, la constitution rédigée après la junte militaire leur promet d'office 25% des sièges de l'Assemblée, ainsi que les ministères de l'armée, de l'intérieur et des frontières. Donc c'est à eux de gérer les affaires internes comme le problème Rohingya. Au passage, on accuse beaucoup Aung San Suu Kyi de ne pas prendre position, mais il ne faut pas oublier qu'elle n'a aucun pouvoir sur les militaires. Donc concrètement, ça ne servirait pas à grand chose, à part fragiliser un peu plus une démocratie déjà balbutiante. Si elle osait critiquer les actions de l'armée, elle pourrait perdre son soutien ainsi que celui d'une grosse partie de la population birmane. Mettez-vous à sa place quelques secondes. Cette femme s'est battue toute sa vie pour apporter un peu de démocratie dans son pays. Elle a été emprisonnée et assignée à résidence pendant des années. Un seul faux pas et la Birmanie pourrait redevenir une dictature militaire. Le jeu en vaut-il la chandelle selon vous? Aung San Suu Kyi a fait son choix et préfère rester silencieuse pour ne pas prendre le risque de perdre ce qu'elle a mis toute sa vie à bâtir. On peut être déçu, voire énervé qu'elle ne fasse rien, mais montrons du respect à cette grande dame, figure emblématique de la lutte pour la liberté et la démocratie. Enfin passons. Outre les griefs historiques, il faut savoir que ce que reprochent les bouddhistes aux Rohingyas, c'est surtout de ne pas s'intégrer. Un exemple qui va vous surprendre et dont personne ne parle, c'est l'ethnie des Kamans, qui vivent eux aussi dans l'état de l'Arakan. Ils sont à peu près 50 000 et sont musulmans.
Par contre, eux ont su s'intégrer à la Birmanie, parlant l'arakanais, ayant des prénoms birmans, pratiquant un islam beaucoup moins strict que les Rohingyas, ce qui fait que récemment ils ont obtenu le droit d'avoir la nationalité birmane. Mais maintenant il y a une généralisation et les bouddhistes considèrent que tous les musulmans sont inaptes à s'adapter à la culture birmane, et cette ethnie est désormais aussi visée par les violences. Ainsi, en réponse à ces persécutions va se créer l'ARSA, ou l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, dirigée par Ataullah, un Pakistanais ayant vécu longtemps en Arabie Saoudite. C'est la branche armée des Rohingyas. Mal équipée, mal organisée comparée aux forces armées birmanes, c'est une organisation considérée comme terroriste par les Birmans et qui va se faire connaître notamment en octobre 2016 en organisant des attaques armées sur des postes de police. Le 25 août 2017, ce sont eux qui sont à l'origine des attaques, qui remettent le feu aux poudres. 89 personnes vont périr. Les représailles de l'armée sont immédiates. Le régime birman parle de 432 morts, dont 387 terroristes dans les affrontements. Mais le bilan est sûrement sous-estimé. Quant au docteur Wong de Médecins sans frontières, il parle d'au moins 6700 morts en un mois. Mais son analyse scientifique ne se base que sur des témoignages de rescapés. Cependant, ça paraît fiable. Je vous mets l'étude de MSF dans la description si vous voulez y jeter un coup d'œil. Alors, est-ce que l'ARSA est un groupe djihadiste? Pas facile à dire. En fait, c'est un gros mouvement qui draine de tout. Aussi bien des religieux plus ou moins modérés qui luttent pour les droits des Rohingyas que des extrémistes islamiques souhaitant organiser un djihad en Birmanie. Ils se défendent, mais ils attaquent aussi par surprise des civils et des policiers. Est-ce que c'est vraiment une organisation terroriste ou un groupe d'autodéfense? Je vous laisse juger. Quoi qu'il en soit, depuis ces attaques, plus de 600 000 Rohingyas ont fui les violences. Les villages sont brûlés, on entend des histoires de viols, de meurtres, de crimes contre l'humanité, et les journalistes et ONG ne sont plus les bienvenus sur le territoire birman. Ce qui fait qu'on ne sait ce qui se passe en Birmanie qu'au travers des témoignages Rohingyas qui sont très souvent poignants. Nous ne pouvions pas tolérer la torture du gouvernement birman. Ils ont tué les nôtres, des corps gisaient au sol, nous étions sans défense. Les forces du gouvernement ont brûlé nos maisons, ils ont aussi tué de jeunes enfants. Comment pourrons-nous vivre là? Petit aparté, au niveau de l'économie, l'Arakan est certes une terre disposant de gaz naturel, mais surtout, la Chine a lancé d'immenses projets pour créer ce qu'ils appellent une nouvelle route de la soie, qui leur permettrait d'acheminer gaz et pétrole du Moyen-Orient vers la Chine plus rapidement. D'où le soutien indéfectible de Pékin au régime birman. Il faut que la région soit pacifiée, c'est un projet à plus de 9 milliards d'euros minimum, il ne doit pas y avoir de guerre civile dans cette région. Et s'il n'y a plus de Rohingyas, plus de problème pour les Birmans. Tout d'abord, ce n'est pas un génocide. Il apparaît comme évident que si l'armée birmane qui est surarmée voulait tuer les Rohingyas, ça aurait été un massacre à plusieurs centaines de milliers de victimes. Ils ne veulent pas exterminer tous les Rohingyas, mais les faire fuir. Il faut être très clair là-dessus. Arrêtons les comparaisons vaseuses avec les Arméniens lors de la Première Guerre mondiale, les Juifs lors de la Seconde ou le Rwanda en 1994. Pour commencer notre réflexion, essayons juste au moins de comprendre les Birmans. Pour eux, les Rohingyas sont des immigrés clandestins, d'ailleurs ils les appellent Bengalis. C'est une source de problèmes depuis des siècles. Historiquement, ce sont des traîtres. Ils ne se sont jamais intégrés et n'ont jamais fait l'effort de vouloir s'intégrer à la société birmane. Et quand on entend parler d'eux, c'est toujours pour les mauvaises raisons, avec des faits divers plus glauques les uns que les autres. Aujourd'hui, personne ne peut le cacher. Il y a un immense problème d'intégration et de xénophobie en Birmanie. À titre personnel, vous auriez donné des ID à une population ultra communautaire, ne parlant pas votre langue et ne souhaitant pas vraisemblablement s'intégrer dans votre pays? Ce n'est pas une question facile. Ensuite, est-ce que c'est suffisant pour justifier l'ampleur et la violence de la répression anti-Rohingya? C'est à vous de juger. Chacun aura son opinion, mais selon moi, et d'habitude je ne donne jamais mon avis, il m'apparaît comme évident que les Birmans ont tendance à réagir de manière démesurée, et le mot est faible, dès qu'on touche au nationalisme. Le Myanmar, ce n'est pas encore tout à fait une démocratie, et l'armée n'a jamais eu la réputation de rigoler avec le nationalisme, ou de prendre des demi-décisions vers les minorités. Donc, ils ont choisi de prendre des mesures radicales et de ne pas faire dans la dentelle. Ils avaient déjà fait ça pour le peuple Karen qui s'était réfugié en Thaïlande. C'est ultra choquant pour des occidentaux comme nous, mais on est en Birmanie, pas en France. En 2011, c'était encore une des dictatures les plus sévères du monde. Maintenant, plaçons-nous du côté Rohingya. Vous êtes sur le territoire birman depuis des générations et n'avez connu que ce pays. Vous vivez certes à l'écart de la société birmane, mais de toute façon elle ne veut pas vraiment de vous vu qu'elle vous a fait apatride depuis 1982. Et un beau jour, à cause d'une attaque dont vous n'êtes même pas personnellement responsable, l'armée birmane débarque, brûle votre maison, maltraite votre famille et vous force à tout abandonner pour fuir dans un pays que vous ne connaissez même pas.
C'est ça le drame des Rohingyas. Tout le monde, même les familles ayant de l'argent, se sont retrouvés du jour au lendemain à pleurer leur mort, à être affamés dans des bidonvilles, alors qu'elles n'avaient rien demandé et n'ont rien fait au départ. C'est pour ça qu'il faut soutenir des actions comme celle de notre Love Army, pour aider et ne pas laisser mourir une population qui a tout perdu du jour au lendemain. Oui, la situation là-bas est dramatique. On recense de nombreux morts noyés tentant de passer les frontières. Dans les bidonvilles improvisés, les maladies prospèrent. Les cas de diphtérie se multiplient et s'il n'y avait pas eu l'aide humanitaire, la situation aurait pu être bien plus dramatique, car le Bangladesh n'a pas les moyens suffisants pour accueillir autant de réfugiés. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'il va se passer après? Aux dernières nouvelles, ni le Bangladesh ni la Birmanie ne veulent des Rohingyas dans leur pays. Où est-ce qu'ils vont aller? En tout cas, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce conflit. Maintenant, c'est à vous de vous forger votre propre opinion, suivant vos sensibilités, vos idées et votre vécu. Ça fait maintenant 1 an qu'on a lancé tous ensemble le projet Paternactu, qui comptabilise désormais plus de 15 000 abonnés. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vous investir dans ce projet et de continuer à partager toutes vos idées avec moi. Ensuite, je voulais vous annoncer la création de mon Tipeee, qui me permettra à terme de sortir des vidéos beaucoup plus régulièrement. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, je vous explique qui je suis, pourquoi j'ai décidé de créer Paternactu et quels seront mes futurs projets. Sinon, pour cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Petite Nour est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas. Ce peuple d'apatrides dont plus personne se soucie, pas même la Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Elle travaille